Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Quantum Way. Bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes dans ce live et bienvenue aussi à toutes les personnes qui regardent le replay. Nous sommes ravis de vous retrouver et surtout ravis de vous accueillir toujours aussi nombreux. Aujourd'hui, nous accueillons des personnes de Nouméra, d'Algérie, du Maroc, du Portugal, de l'île Maurice. Avec vous, nous faisons le tour du monde. Je suis Florence Bernard et j'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir Martine Aylward. Bonsoir Martine. Bonsoir Florence. Avant de te laisser la parole, quelques mots sur ces rencontres. L'idée est venue lors de notre sommet d'avril dernier que nous avons organisé en urgence pour apporter des ressources au moment du confinement. Suite à ce sommet qui a rassemblé plus de 20 orateurs et plus de 12 000 personnes, nous avons souhaité garder le contact et surtout l'esprit de ce sommet. Les rencontres sont nées à ce moment-là. Elles trouvent aujourd'hui leur rythme de croisière, 1 à 2 fois par mois, parfois plus, en fonction de notre actualité. Nous invitons donc une personne qui nous inspire. Car notre mission chez Quantum Way, c'est bien de faire découvrir au plus grand nombre ces personnes qui nous ouvrent le chemin vers nous, vers plus de vie, vers plus d'amour, vers plus de compassion, et de créer un pont entre le monde anglophone et le monde francophone de la thérapie, du développement personnel et de la mindfulness. Un peu à ton image, Martine, qui est anglais, vit en France, parle parfaitement le français et a fait aussi le tour du monde. Certains d'entre nous te connaissent, Martine, mais pour la plupart, c'est une première rencontre. Tu es un enseignant du Dharma, reconnu au niveau international, et tu guides de nombreuses personnes dans leur pratique de la méditation. Tu formes aussi des instructeurs en mindfulness. Et après avoir passé de nombreuses années dans des temples bouddhistes à te former, à essayer de comprendre l'humain et le monde, tu as créé ton propre centre de retraite en France, le Moulin de Chave, que certains connaissent. Tu y animes de nombreuses retraites. Tu participes également à de nombreux projets en ligne, comme en présentiel, en anglais, comme en français. Tu as aussi créé, et c'est important, c'est un projet qui te tenait à cœur, l'application Mind, qui est une des premières applications de méditation avec des lives, des méditations quotidiennes, mais aussi de nombreux enregistrements qui permettent de méditer quand on a envie, où on veut, au moment où on veut. Tu seras à Lyon, et c'est dans ce cadre-là que nous t'avons invité en partie, c'est que tu seras à Lyon avec Quantum Way pour une conférence rencontre et une journée de pratique guidée. Ce sera le 27 et le 28 novembre prochain. Et le thème sera Amour et lâcher prise, qui est aussi le thème de ce soir. Nous sommes ensemble pour 1h30 à peu près, jusqu'à 21h15, 21h30, pour introduire cette thématique qui semble résonner pour beaucoup d'entre nous, au vu des questions que nous avons reçues via le sondage au moment des inscriptions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais une première question. Quand on arrive sur ton site, la première chose que l'on voit, c'est cette main rouge où il est écrit « Real Life Dharma », ton logo au signe de reconnaissance. Qu'est-ce que le Real Life Dharma, le Dharma de la vraie vie? Qu'est-ce que c'est la Real Life Dharma? Mais moi, j'ai commencé à pratiquer assez intensivement en Asie et j'avais que 19 ans. Et justement, dans mon adolescence, tout allait bien, si tu veux, sauf que je me trouvais complètement perplexé par le fait que j'étais humain, que j'étais conscient, que j'étais vivant, et en même temps, sans aucune idée de qu'est-ce que c'est vraiment être conscient, être vivant, et sans avoir aucune réponse autour de moi. Donc, je suis parti comme ça un peu en recherche de profondeur dans ma vie, ce qui m'a amené en Asie. J'ai pratiqué dans des dans des monastères, des ermitages dans l'Himalaya, etc. pendant des années. Et on a souvent une idée justement que un monastère ou un ermitage, c'est retiré de la vie, ce qui n'est pas vraiment le cas en fait, parce que ces endroits sont animés par justement des pratiques de rentrer en intimité avec la vie.
Et même si c'est des ermitages, on est souvent en contact avec les gens autour, des laïcs, des villageois qui à la fois apportent à manger et à la fois veulent discuter de leur vie, cherchent à être guidés par les monastiques, les maîtres des lieux, etc. Mais en tant qu'Européen, au bout de quelques années, il me semblait une sorte d'évidence que pour à la fois en fait épanouir dans ma propre pratique et bon, c'était avant d'avoir une idée de transmettre, mais quand même, il me semblait une évidence d'implanter tout ce qui a été à transformer en moi et tout ce que j'ai pratiqué et étudié et suivi et de voir comment implanter ça dans une vie plutôt familière, une vie européenne, une vie moderne, une vie de famille, etc. Donc, ce qui devenait, je me rappelle pas maintenant d'où vient cette idée de real life dharma, mais l'idée derrière, c'est de garder le profondeur et la puissance transformatrice des traditions, des traditions, tout en donc sans laisser de côté, sans un compromis de ce profondeur, mais à la fois aussi de voir comment le matériel d'une vie laïque et moderne et tout peut être aussi la base d'une vie transformatrice. Donc voilà un peu ce qui est derrière. D'accord, pas déconnecté de qui on est vraiment en fait. Voilà. En fait, toute idée qu'on a de déconnexion, c'est parfois on voit justement l'idée d'aller au monastère comme une façon de se déconnecter de la vraie vie, ce qui n'est pas du tout le cas, ou parce qu'on voit que ce qu'on appelle la vraie vie peut être compliqué parfois. On envisage une sorte de spiritualité où je peux me lever de tout cette boue et ces difficultés. Mais en fait, c'est l'opposé qui est vrai. C'est qu'on trouve la vraie transformation là, au milieu, que la vie devient une sorte de miroir dans laquelle on voit nos schémas, on voit nos défenses, on voit nos peurs. Et c'est là, à l'encontre de nos défenses, de nos peurs et autres, qu'on a la possibilité de les aborder, de les explorer, de les comprendre et ainsi de les transformer, de les libérer. Vaste programme. D'ailleurs, quand tu parles de libérer, je sais qu'il y a un autre concept qui est intéressant et que c'est le concept de libreté. Tu n'aimes pas la liberté, toi tu parles de libreté. C'est pas du tout que je n'aime pas la liberté. Non, mais ce mot liberté te dit que... La liberté, justement, c'est une sorte de statut légal. Et j'aime beaucoup cette idée de libreté. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre l'année dernière, j'ai bagarré un peu avec mon éditrice pour employer ce terme. Mais finalement, j'ai gagné un peu. Elle m'a permis d'utiliser ce mot. Parce que libreté, pour moi, ça suggère une qualité, un goût de reconnaître et une qualité libre chez soi. Et d'être établi dans cette liberté, cette capacité d'aborder la vie librement, de ne pas être figé, coincé, accroché, crispé, contracté. Donc, c'est assez évocateur pour moi, ce terme liberté. Donc, c'est pour ça que je l'emploie. Et aussi pour juste ça nous réveille un peu d'un mot comme liberté qui est très commun, très entendu. Donc, j'ai l'avantage, peut-être en étant anglophone de base, que je peux inventer des néologismes en français et que même si ça choque un peu, on dit OK, il est anglais, on l'accorde. les néologismes, dont hier, c'est ce mot liberté. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai affiché la couverture de ton livre. Si vous voulez commander, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Merci. Et sur Amazon aussi, même si c'est pas forcément le meilleur endroit pour commander ce genre de livre, mais c'est aussi pratique en cette période-là. Le thème de ce soir, c'est amour et lâcher prise. Ça peut paraître incompatible. Ce sont deux termes qui peuvent paraître à la fois proches et éloignés. Qu'est-ce que, juste avant, peut-être que je crois que tu vas nous guider dans une petite méditation. Est-ce que tu veux en dire deux mots avant de démarrer?
On médite et puis on en parle après. Oui, non, je crois que je vais peut-être parler même une petite dizaine de minutes avant de méditer ensemble pour donner une sorte de contexte à ces deux termes. Ensuite, on aura peut-être 20 minutes de méditation guidée, puis j'aborderai le sujet davantage un peu et il y aura le temps aussi pour des questions et peut-être même des réponses. On a de nombreuses questions en fait déjà et vous pouvez poser vos questions, mais posez vos questions plutôt à la fin parce qu'on ne va pas y répondre maintenant. Oui, sinon donc, ça ne sert à rien d'inonder le chat de questions parce qu'on va pas revenir dessus. Attendez la fin de la méditation et de l'exposé, enfin de l'enseignement, et puis posez vos questions à ce moment-là. Yeah. Donc, OK. Une introduction. Well, l'amour, c'est beau, l'amour. Et on n'entend pas parler beaucoup de l'amour, c'est très idéaliste, mais c'est assez New Age. Il faut être plein d'amour. C'était dans des questions que les gens ont proposé avant la soirée aussi. Comment vivre avec plus d'amour? C'est très, oui, c'est très idéaliste, c'est très Beatles. Hein? All you need is love. Mais en même temps, on ne peut pas juste décider de vivre avec de l'amour. Bon, enfin, si, on peut se décider, mais dès qu'on rencontre justement une certaine peur ou de la colère, ou les choses ne vont pas dans la direction que je veux, qu'est-ce qui se passe à cet amour? Ça disparaît et tout. Donc, je voudrais explorer à la fois l'amour comme une pratique, comme quelque chose à cultiver, pour l'art, si vous voulez, l'art d'aimer, vraiment. Avec cet aspect d'une certaine ouverture, une certaine intimité avec ce qui nous arrive. Parce que, voilà, la présence, l'intimité avec l'expérience, c'est la base de l'amour. Et on est très souvent emporté dans nos abstractions et nos idéalismes et nos fantasmes et tout le reste. Donc, la présence est la base de l'amour. Et en même temps, si l'amour, c'est un peu le discours idéaliste du New Age, le lâcher-prise, c'est un peu le discours classique du bouddhisme, certes, et ainsi que d'autres pratiques formelles dans les traditions. L'idée que, il faut pas être attaché, il faut lâcher prise de tout. C'est vrai. L'amour, c'est vivre avec amour, c'est vrai. Et puis, le lâcher prise de tout, c'est vrai. Mais en même temps, juste dans un discours idéaliste, on ne trouve pas les outils de transformation. Mais si on reconnaît qu'effectivement, je peux être crispé, contracté, figé, que je peux être bloqué par mes propres désirs ou mes propres défenses, je peux être bloqué par mes croyances ou par le besoin d'avoir raison, etc. Si on voit la valeur de cette idée de lâcher prise, pareil, la base de la capacité de vivre vraiment fluidement, librement, c'est aussi la présence, d'être suffisamment présent, sensible, alerte et à l'aise et à l'accueil de l'expérience pour pouvoir reconnaître lorsque on est coincé, comment on est coincé, pourquoi on est coincé, pour pouvoir vraiment comprendre. En fait, lorsqu'on comprenne nos saisies, c'est là où il y a en fait un lâcher-prise assez naturel. On parle du lâcher-prise comme si c'est quelque chose que je fais. Il faut que je lâche prise. Mais en fait, pas vraiment. Il faut plutôt que moi, je sois suffisamment présent pour reconnaître où je ne lâche pas. Et une fois qu'on voit et on comprend, et surtout qu'on ressent à quel point on est crispé, on voit ainsi que c'est dur, c'est douloureux, ça prend beaucoup d'énergie, et qu'en fait, c'est ainsi qu'on commence à goûter le lâcher-prise comme une sorte de soulagement, libération.
Parfois, hein, on entend lâcher prise comme si c'est une sorte de privation, comme s'il faut que je fais sans quelque chose. Mais en fait, dans les traditions, le lâcher prise, justement, c'est quelque chose d'allégeant, de yes, Oui, good, yeah, de libérant, de soulageant, ouais, allégeant. libérateur. Oui. Yeah, Mm. yeah. Donc, en ce qui concerne la méditation, je crois qu'on va mettre l'accent justement pour cette petite soirée que nous avons ensemble, mettre l'accent sur la présence, l'intimité avec l'expérience moment après moment comme la base à la fois de la vraie capacité de pouvoir aimer l'expérience telle qu'elle se présente, qui en fait se trouve dans le même, au même endroit, j'allais dire, que la capacité d'aimer, mais de manière large, de manière ouverte, de manière lâchée, on va dire. Voilà, en quelques petits mots. Et donc, je crois qu'on peut passer à une méditation ensemble et puis je donnerai un peu plus de contexte. Ok. Good. Bien. So, les amis, je ne vous ai pas vraiment adressé directement. J'ai parlé à Florence jusqu'à maintenant, même si je m'adresse à vous aussi. Ah, mais voilà, Je te mets en Florence a grand disparu. plan comme ça. Donc, Non, je suis toujours là. donc, bienvenue. Ça me fait plaisir que vous soyez là pourquoi? Pour écouter, mais pour réfléchir, afin que votre écoute soit, oui, un petit peu une écoute de moi, mais surtout une écoute de votre propre expérience. Quand je parle de présence, qu'est-ce que c'est? La présence, c'est le fait d'être là afin de pouvoir être à l'écoute de l'expérience. Souvent, on est tellement séduit par notre expérience, par les émotions, par les pensées, par les croyances, par les impulsions, qu'il n'y a pas assez d'espace pour accueillir, pour écouter, pour aborder l'expérience. On est déjà embarqué dans ce qui nous arrive. Et donc la méditation, en grande partie, c'est justement l'apprentissage de cette capacité d'être à la fois intime avec ce qui se passe, amour, et aussi, même si c'est un peu contre-intuitif, à la fois intime et à la fois spacieux avec ce qui se passe. Donc là, le côté lâcher prise, ouvert, fluide. Donc, je ne sais pas, vous êtes peut-être sur un coussin au sol ou sur une chaise ou allongé dans votre canapé, je ne sais pas. Mais pour la méditation ensemble, moi je vous suggère de quand même adopter une posture qui exprime une certaine dignité. Vous asseoir afin que vous pouvez être à la fois dans une posture stable, mais aussi une posture droite, ce qui favorise une certaine qualité alerte, éveillée. Donc, établissez-vous dans une posture propice et nous pouvons méditer ensemble. Prenez un instant alors pour ressentir votre posture telle qu'elle est. Juste ressentir les sensations naturelles dans les jambes, les fesses par exemple, avec l'appui au sol ou sur la chaise. Ressentir les sensations naturelles de la respiration avec cette expansion de l'inspire et cette relaxation de l'expire.
Et dans ces sensations tout à fait ordinaires, si vous apportez votre attention à l'immédiateté de votre expérience, à la vivacité naturelle du fait que vous êtes là, conscient, incarné. Et donc, oui, il y a toutes sortes de pensées, des idées et des images. Mais c'est pas grave cela. Laissez le tchatch mental être juste en arrière-plan. N'essayez pas de la supprimer. Et utilisez justement les sensations corporelles comme un point de référence pour ancrer votre attention là. Là, dans le corps assis. Là, dans le ressenti de la respiration. Là, dans une présence intime. Que les sensations corporelles, que le ressenti de la respiration soit une invitation chaque fois que vous vous rappelez d'être là. Que votre attention rentre en intimité avec votre expérience directe. Que vous incarnez votre attention là où votre expérience se déploie.
Si ça se trouve que vous êtes fatigué ou agité, que vous perdez votre attention très souvent ou très facilement, c'est pas grave. Pas de drame, pas de blâme, hein, c'est normal. Mais chaque fois que vous voyez, juste voir si sans être compliqué, sans être dur, voir si naturellement vous pouvez juste rétablir votre attention là où vous êtes. Là, dans l'immédiateté de votre expérience physique. Là, dans le rythme et le mouvement naturel de la respiration. Dans chaque inspiration, il y a assez naturellement un feeling d'expansion. Et sans forcer l'inspiration, peut-être dans cette expansion, il peut avoir même un petit goût de l'amour, un goût du cœur ouvert, un sens d'accueil envers l'expérience. Donc justement, doucement, simplement, avec chaque inspiration, juste voir si c'est possible, sans essayer de faire quelque chose ou avoir une expérience particulière. Si c'est possible d'avoir un goût du cœur ouvert, un goût d'accueil vers l'expérience de l'instant présent. Et puis, dans chaque expiration, il y a une qualité naturelle de relaxation. Chaque expiration est une lâcher prise naturelle. Et donc, pareil, sans forcer, sans essayer de faire la respiration de manière particulière, voir si c'est possible de goûter cette qualité de
de relâchement. De voir si vos pensées peuvent se relâcher dans l'expiration. Si vous repérez des petites tensions physiques, voir si ces tensions peuvent se dissoudre là dans la relaxation de l'expiration. Et ainsi, pour les 5 minutes qui restent de l'assise, de voir si de manière assez naturelle et immédiate et simple, dans chaque inspiration, dans chaque expiration, on peut s'offrir le goût de l'amour, de l'ouverture, de l'accueil et du lâcher prise, de la relaxation, du repos. L'accueil de l'expérience dans l'inspire, le repos dans l'expérience, dans l'expire. L'amour pour ce qui arrive dans l'inspire. Le lâcher prise de ce qui part
dans l'expire. Merci de votre pratique et de votre présence. Et quand vous entendez la cloche, quand la formalité de la méditation se termine, voir si c'est quand même possible de continuer à porter attention à l'accueil de votre expérience momentanée. Afin qu'ainsi, même si la formalité de la méditation se termine, la continuité de la présence peut bien continuer. Merci Martine pour cette guidance. Yeah. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce retour à l'expérience du corps, de faire ces allées-venues entre les pensées, le corps, l'expérience du corps, et vraiment de laisser faire ce mouvement. Et qui a aussi participé au mouvement entre l'inspire et l'expire, entre l'amour et le lâcher-prise. Et ça donne vraiment beaucoup de corps à cette expérience. Good. Well, c'est un peu comme tu m'as demandé il y a tout à l'heure qu'est-ce que ça voulait dire le real life dharma. Et en fait, en méditation, une des plus grandes erreurs que les gens font en méditation, c'est ils essayent de faire quelque chose de spécial, ils essayent d'atteindre un état particulier, ou ils essayent de faire ce fameux vide. Donc, et comme ça, soit on est en lutte avec l'expérience qui est là, comme si ça doit pas être comme ça, comme si mes pensées doivent s'arrêter, etc. Ou, donc on est soit en lutte avec ce qu'il y a, ou on est soit à la recherche je sais pas quoi, d'un état de paix, ou de la lumière, ou de l'ouverture, ou autre. Et je sais ça très bien parce que j'ai commencé ma pratique comme ça, au rejet de mon expérience actuelle, en faveur de recherche d'une expérience sublime qui doit être là quelque part. Et en fait, la vraie pratique de méditation commence à prendre un vrai élan lorsqu'on abandonne l'idée qu'on doit supprimer une telle expérience ou atteindre une telle expérience, et on commence plutôt juste s'intéresser par l'expérience qui est déjà là, parce que c'est la seule expérience qui est accessible.
Donc, c'est pour ça que cet accent sur la présence dans l'immédiateté de ce qui est déjà là, c'est ça la porte ouverte à un vrai approfondissement en méditation. Mais en même temps, c'est difficile de ne pas, c'est important de ne pas sous-estimer à quel point on est accroché à rejeter ce qu'on n'aime pas et à rechercher ce qu'on veut. Et là aussi, il y a liaison avec l'amour et lâcher prise, d'apprendre à aimer ce qu'il y a, que ça plaît ou pas. Hein. Aimer, c'est un peu difficile en français parce que on dit aimer pour love et pour like. Donc, en anglais, souvent je dis to love what is here, whether you like it or not. De pouvoir aimer, c'est-à-dire de pouvoir être respectueux à l'expérience qui est là, pouvoir être à l'écoute de l'expérience qui est là. Et surtout, d'apprendre cette capacité de rester ouverte et rester à l'accueil à ce que une expérience qu'on trouve désagréable. C'est une énorme liberté dans la vie de ne pas se fermer, se juger, et faire toutes sortes de drames juste parce que j'ai une expérience inconfortable. Que ça soit un inconfort physique, ou que ça soit un inconfort émotionnel, ou que ça soit un inconfort situationnel. Hein. Dès qu'on cultive une certaine capacité de rester à l'aise, et à l'écoute et à l'accueil du désagréable, on trouve beaucoup plus d'espace pour pouvoir répondre habilement et gérer ça sans être dans une sorte de réactivité dure. Ok, donc je vais essayer de continuer à parler un peu de l'amour. Surtout en fait pour provoquer vos questions pour que je puisse être je puisse répondre à votre expérience à vous. Donc en tout cas, voilà, dans le chat, il y a beaucoup de merci, Nice. Dans une bulle, dans un cocon, donc ça. Puis on est vraiment guidé par ta voix, donc c'est. Nice. Yeah. Nice. Et donc, il m'est venu quelque chose quand tu as dit entre love and like, ça pourrait tomber en amour. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas l'expérience. Donc il y a quelque chose de... Yes. Être amoureux être bienveillant vers ce qui se passe, qu'on l'aime ou pas. Yeah. Merci d'avoir reformulé. Ça fait longtemps que j'habite en France, mais quand même, je galère parfois pour m'exprimer comme je voudrais en français. Mais on traduit beaucoup de choses chez Quantum. Il y en a toujours beaucoup de mal à... Enfin, c'est pas facile de traduire l'exactitude de la pensée. Yeah. Puisque la langue vraiment conditionne, est le reflet de notre pensée. Et l'amour, quand on dit amour en français ou love en anglais, si on veut en parler, il faut d'abord peut-être désambiguer ce que ça veut dire l'amour, parce que l'amour dont on pense d'habitude, c'est l'amour des contes de fées. Hein. C'est surtout quand on dit amour, c'est l'association primordiale, c'est l'amour romantique, et c'est un amour souvent assez infantile. Oui. L'amour justement de toutes les chansons, de tous les films de Hollywood, de l'amour justement des contes de fées, un amour romantique où comment ils se terminent les contes de fées, où on vit ensemble 100 ans et on a plein d'enfants. Hein. Et donc on sait que l'amour ne se passe pas tout à fait comme ça, même l'amour romantique, mais lorsqu'on commence à cultiver l'art de l'amour, l'ouverture, l'accueil, l'expérience, en partie, on peut se rendre compte peut-être à quel point on a une sorte d'attente irréaliste de l'amour. Et que souvent les frustrations ou les pertes de confiance ou les blessures affectives qu'on vit, c'est parce que on avait une attente irréaliste. Et après, oh, mais je t'aime, et puis, quand tu fais quelque chose que je n'aime pas, ben, qu'est-ce qui se passe avec cet amour? C'est perdu? Ou
l'idée que l'amour doit suffire, que le fait qu'on s'aime doit être assez pour que tout va bien tout le temps. Et que sinon, il y a des conflits, ou il y a des malentendus, voilà, il y a des problèmes, comme si c'est une sorte d'échec de notre amour. Mais peut-être non. Peut-être l'amour est plutôt un art à cultiver, plutôt que quelque chose de prendre comme acquis. Parce qu'on tombe amoureux de quelqu'un, ça ne veut pas dire du tout qu'on a appris à aimer. Et on pense à un monastère comme un endroit complètement opposé à cet amour romantique. Hein. Les monastiques sont souvent chastes et tout. Mais quand même, vivre en communauté. Et moi, j'ai vécu en communauté depuis plus de 30 ans maintenant, toute ma vie adulte, que c'était au monastère ou aux ermitages, aux ashrams en Asie, et ensuite, depuis 25 ans, dans les communautés que j'ai fondées en France. Quand on vit en communauté, ben, on se trouve forcément confronté par des personnes qu'on n'aime pas forcément, ou par des situations qu'on n'aime pas. Et on ne peut pas juste se retirer et aller chez soi, parce que chez soi, c'est aussi chez eux. Et j'aime beaucoup la description de Thich Nhat Hanh, qui décrit son monastère comme il a comparé ça au lavage des baguettes chinoises. Et quand il coupe les baguettes chinoises, ils sont carrés en fait. Mais à force de les laver, il se frotte les baguettes dans l'eau chaude, et à force de frotter l'un contre l'autre, il devient rond. Et donc, l'idée, c'était que cette vie en communauté, c'est un moyen de frotter nos angles durs, si vous voulez, et devenir plus rond. Et justement, dans cette idée de real life dharma, même si ça semble opposer une vie de couple ou une vie de famille comparée à une vie monastique, on a la même opportunité dans un couple, parce qu'on se connaît bien. Et on voit la beauté de l'autre, mais aussi on voit l'autre à ces moments le pire, où ils sont fatigués ou en colère ou autre. Donc, même par rapport à notre idée de l'amour classique, que ce soit cet amour des contes de fées, ou que ce soit une idée d'amour comme l'opposé d'une vie spirituelle, une vie monastique, il y a beaucoup de place en fait à revisiter, re-envisager, recomprendre comment une vie de couple, une relation intime, un amour intime peut être une vraie base pour explorer mes schémas. Souvent dans les relations, je m'intéresse beaucoup plus à tes schémas, à toi, et comment toi tu dois faire ceci, et comment toi tu pourrais arrêter de faire cela. Et donc là, ça provoque justement du conflit si chacun est plus dans le blâme de l'autre. Mais en même temps, si on prenait nos relations avec la famille, avec nos amants, etc., comme moyen de voir ma réactivité. Parce qu'on voit nos schémas dans une relation d'amour intime, on les voit de plus près qu'on les voit au travail ou autre. Donc là, c'est la première partie de cette désambiguation de l'amour, c'est de voir la possibilité de cultiver l'art de l'amour et de le voir les contextes des situations amoureuses comme une sorte de terrain de croissance spirituelle. Puis il y a d'autres clichés. On entend très souvent, on ne peut pas aimer un autre jusqu'on a appris à s'aimer soi-même. Ouais. C'est une sorte de grand cliché que j'ai jamais compris. Il me semble pas du tout vrai. Je connais plein de gens qui sont très bien à aimer les autres. Ils sont généreux, ils sont bienveillants, ils écoutent, ils rendent service. Hein. Tout ça, c'est l'amour, d'être à l'écoute d'un autre, de rendre service à un autre, d'être généreux à un autre, de s'intéresser au bien-être d'un autre.
Je connais plein de gens qui sont très forts pour ça, mais face à eux-mêmes, sont pas patients avec eux-mêmes, sont pas généreux avec eux-mêmes, sont justement soit très exigeants, soit très durs, en fait. Et souvent, c'est une sorte de choc quand on commence à méditer ou suivre un vrai chemin transformateur, et on commence en fait à s'éveiller à nos propres pensées. C'est un choc parfois de découvrir à quel point je suis dur et difficile avec moi-même. Donc, on peut imaginer trois sortes de directions à l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour l'autre, et puis l'amour pour la vie tout entière. Mais c'est pas vraiment trois domaines différents. C'est vrai que pour certains, si on trouve justement qu'on est très dur avec soi-même, qu'une sorte une pratique de autocompassion ou autre peut être guérissant, soulageant, très, très efficace. Mais moi, j'ai toujours trouvé encore plus efficace, si vous voulez, plutôt que d'essayer d'aimer moi et d'aimer les autres et d'aimer la vie tout entière, juste d'aimer l'expérience, d'être à l'accueil de l'expérience. Parce que tout ce qu'on appelle moi, tout ce qu'on appelle toi, vous, eux, tout ce qu'on appelle la vie, c'est où tout ça? On dit que moi, je suis là, et vous, vous êtes là, et la vie, c'est là. Mais en fait, la pratique de présence, c'est rentrer en intimité avec l'expérience, fait que tout apparaît là, dans la conscience. Et c'est ainsi, pour faire un lien très clair entre une pratique de méditation qui peut sembler être quelque chose d'assez introspectif, de faire le lien entre une pratique de présence bienveillante, accueillante, aimante vers l'expérience, peut bien se traduire dans la transformation de nos relations avec toute la vie. Et donc, ce que tu dis quand même, c'est de repartir de sa propre expérience, donc finalement de repartir de nous-mêmes, et de démarrer par aimer l'expérience, amener de l'amour à l'expérience qu'on est en train de vivre dans la méditation, qui permet d'élargir et d'aimer l'autre, d'aimer les autres, d'aimer la vie. Est-ce que... Oui, au début, peut-être on a l'idée que ça consiste de revenir à soi-même, mais plus on s'établit dans une présence qui n'a pas vraiment de limites, qui contient toute l'expérience, plus on n'a plus l'impression de revenir à soi-même. On rentre en intimité avec l'expérience, tout est là. La vie tout entière, l'univers tout entier apparaît où? Là, dans l'expérience. Et c'est justement pourquoi je l'appelle une rentrée en intimité, parce que ça passe par une certaine dissolution des limites normales entre ce que j'appelle moi et ce que j'appelle le monde. C'est pas une dissolution comme quoi on n'est plus capable de repérer qui je suis et qu'est-ce qui est où et tout, mais où cette dissolution peut être goûtée de manière qu'on reconnaît notre intimité fondamentale avec tout, notre non-séparation fondamentale avec tout, notre inter-être, notre interpénétration avec tout. Et nous, on vit des jours très particuliers en ce moment. Bon, chaque génération vit des jours particuliers, mais il me semble que les trois grands défis de nos jours mettent en question très fortement cette relation entre ce que j'appelle moi et ce que j'appelle le monde ou la vie. Donc les trois choses, le Covid, par exemple, un grand défi de nos jours, ou par le port du masque et d'autres gestes sanitaires et tout, c'est essentiel qu'on se prend soin les uns des autres. Et c'est assez triste de voir justement toutes sortes de discours contre le port du masque, par exemple, qui sont essentiellement concernés par
ce que moi je veux faire et mon droit de faire comme je veux, et en tout cas le port de masque, il y a l'air qui ronge, ça va pas m'empêcher, hein, plutôt que voir ça comme justement un geste d'entraide, un geste de compatissante vers les autres. C'est intéressant qu'en fait, le port du masque est surtout une protection émetteur. Et comme ça, on voit sur plein de niveaux dans la pandémie le besoin d'adresser cette pandémie de manière solitaire, de sortir de nos bulles tellement égoïstes que je suis concerné surtout par ce que moi je veux et comment moi je le veux et où je vais et quand et comment et tout. Et justement, j'ai fait référence souvent au monastère et autres. Vivre sous certaines contraintes est une opportunité de développer une vraie liberté intérieure. Si on fait ce que je veux, si je fais ce que je veux, quand je veux, comment je veux, on peut appeler ça de la liberté, mais en fait, on est souvent un peu esclave à nos impulsions. Donc, la pandémie fait qu'on vit sous certaines contraintes, et les contraintes aussi peuvent faire miroir à me montrer à quel point je me crispe et je suis emporté par mes impulsions. Donc, plus on a un sens très fort de moi, là, et le monde, là, plus on est piégé par notre égoïsme. Et puis, on vit aussi dans nos jours dans une sorte d'augmentation d'un discours social de plus en plus polarisé, alimenté et tout par les médias sociaux et autres, où il y a beaucoup de nous et eux. Bon, ça a existé depuis toujours, mais justement, au lieu d'essayer de convaincre les autres que nous, on a raison et vous, vous avez tort, parce que ça, c'est une bataille infernale et sans cesse. Ok, peut-être je crois bien que moi j'ai raison, mais peut-être c'est plus important d'être en contact que d'avoir raison. Si je suis figé par le fait que j'ai raison, je garde une forte séparation. La séparation entre la raison et la tort. Et je trouve que ça, c'est un défi de nos jours qui est énormément facilité par une pratique de présence, de pouvoir rester en contact, rester en communication, même quand, ou surtout quand, on n'est pas d'accord. Et cette écoute des autres, pas forcément juste de leur point de vue, mais l'écoute de toute la personne, c'est très important dans une situation justement où le discours social se polarise tellement. Et puis, le troisième grand défi, c'est justement la catastrophe écologique. Je ne sais pas si vous avez vu ce rapport aujourd'hui, comme quoi de tous les buts établi par le ONU il y a 10 ans à peu près. On a tous signé l'accord. Il n'y a pas un seul cible qui a été atteint. On a ignoré chacun de nos devoirs vers la forêt, vers l'océan, vers tout le reste. Et la vraie tragédie, c'est on sait on détruit tout, on sait vers où on va et on y va quand même. Et on peut voir toutes sortes de raisons pour ça. On peut mettre l'œil sur le capitalisme, sur l'égoïsme, sur nos façons de vivre, etc. Mais aussi, ça montre à quel point on vit dans l'illusion de la séparation. Tellement qu'on a cette manie de détruire le monde dans lequel on vit. Parce que, existentiellement, on a l'impression d'être moi. Et qu'est-ce que c'est ce moi? Est-ce qu'on peut trouver un moi qui ne dépend pas de l'air, qui ne dépend pas de la terre, qui ne dépend pas de l'eau, qui ne dépend pas, en fait, de la vie tout entière?
Et donc, une pratique de présence est une pratique vraiment existentielle de retrouver, pas l'idée d'appartenance à la Terre, mais de retrouver une vraie expérience fondamentale de cette appartenance, de cette intimité fondamentale. Et ainsi, de découvrir l'amour pour cette vie et pour mettre un peu d'accent sur le lâcher prise aussi. De vraiment comprendre qu'on va tout perdre. Ben, individuellement, on va tout perdre. On va perdre de nos vies. Bientôt, dans quelques décennies ou dans quelques jours, on ne sait pas. On va perdre tout le monde qui nous est cher, ou ils vont nous perdre. Individuellement, on va disparaître. On marche à travers un monde et le monde est en train de disparaître. On ne sait pas, dans quelques générations ou dans des milliers d'années, on ne sait pas, mais le monde va disparaître. Nous, on va disparaître. Tout va disparaître. Et ça, de première vue, ça peut être assez anxiogène. Et pareil, avec la Covid, ça peut provoquer une situation anxiogène pour la perte de ma santé ou de mes chers ou autres. Mais en fait, et c'était un peu paradoxal, comme tu as dit au début, Florence, de mettre ces deux termes ensemble, mais en fait, là, on trouve l'amour pour cette vie qui m'alimente moi, mais aussi cette vie tout entière. Là où on contemple le mystère de la vie, la majesté de la vie, l'immensité de la vie, l'infinité de la vie, c'est là on trouve que, oh, en fait, ça ne risque rien. Peut-être je vais attraper le Covid. Enfin, moi, j'ai eu la Covid. Tu l'as eu, hein. C'est lourd pendant 4 mois. Oui. Et c'était intéressant. Justement, dans la Covid, dans les 2 mois que j'ai passé dans mon lit, sans sortir du lit pendant 2 mois, j'étais 23 heures sur 24 au lit. Et à la fois, de ressentir à quel point la vie m'était chère. J'aime être vivant. C'est communicatif. La verdure par ma fenêtre, la beauté de la vie, et à quel point j'étais aussi, si la vie faisait que c'était la fin de mes jours, aussi prêt à renoncer, prêt à partir. Et ça peut sembler très paradoxalement, mais dans l'expérience, ces deux choses vont très très bien ensemble. L'amour pour ce qui est, et en fait, cet amour est encore beaucoup plus accessible lorsque on ne la saisit pas, lorsque on peut l'accueillir de manière open and free et prête à tout lâcher. Merci. Merci d'avoir rappelé aussi pour voilà, que dans cette pandémie, dans tout ce que l'on traverse aujourd'hui, il y a je crois qu'on a tous une responsabilité vis-à-vis des autres. Yeah. Et donc, et de ne pas s'accrocher à ce qui est important pour nous, mais plus voir plus large. C'est important. Yeah. Et si on veut parler d'une real life dharma, ben, si on n'inclut pas justement les complexités sociales et de santé et écologiques, ben, c'est pas très real life, c'est trop étroite, justement. Ok, donc je ne sais pas s'il y a des questions, je vois la défilée du chat. Non, il y avait quelqu'un qui a posé la question de finalement de quel amour tu parles, mais il me semble qu'à ce moment-là, tu as quand même bien répondu. C'est l'amour en général, l'amour de la vie, l'amour de l'autre, l'amour de nos amis, de notre conjoint. Donc, finalement, il y a une... Je veux dire, quand je parle de quel amour je parle, c'est de la capacité à garder le cœur ouvert, quelle que soit la situation. Quelle que soit la personne devant moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'établit pas de limites, hein? Mais le sens c'est que parfois il faut dire non, non,
pas comme ça, non, je peux pas faire ça, non, tu peux pas faire ça, etc. Mais c'est un mot qui voit toujours l'humanité de l'autre. Même si l'autre fait quelque chose ou dit quelque chose avec lequel je suis pas d'accord, que je n'aime pas, etc. Cette capacité de voir que l'autre est ce que moi je peux appeler un Bouddha souffrant. C'est-à-dire, tout le monde essaye de faire de leur mieux. Parce que tout le monde veut être à l'aise, en paix. Tout le monde veut être aimé et apprécié et tout. Et oui, c'est vrai que c'est lamentable de voir par quels moyens les gens essayent d'être aimés et de trouver leur paix. Parce qu'on est capable de l'arrogance, de violence, d'abus. Hein. On peut voir des comportements terribles. Et en même temps, l'amour, voir que, waouh, derrière cette action qui fait quelqu'un, il y a quelqu'un qui est eux-mêmes blessé, confus, en peur. Et l'amour fait que le cœur reste ouvert. Il y a une sorte de clarté du cœur, une sagesse du cœur qui fait que le cœur ne se ferme pas face à cette personne, même si on n'est pas du tout d'accord avec leurs paroles ou leurs actions, même si il faut qu'on se manifeste pour protéger quelqu'un ou pour dire non ou pour stopper la personne. Et ça, c'est un amour qu'on ne peut pas trop concevoir peut-être, mais que de plus en plus on peut goûter. Cette capacité de garder le cœur ouvert, quelle que soit la situation, que ça concerne la vie ou la mort. Et ça peut sembler peut-être morbide, mais pour moi, l'idée de mourir avec le cœur grand ouvert, c'est très évocateur. C'est très beau. Et il y a une forte liaison entre cette impression de pouvoir mourir librement et notre capacité de vraiment vivre librement. Parce que qu'est-ce qui empêche la liberté? Ben justement la peur. Si on suit nos peurs, ben que ce soit la peur de douleur ou la peur de l'inconvénient, la peur de l'inconfort, au fond, c'est la peur de la mort. Une peur qui d'ailleurs peut être abordée, explorée et dissolue, afin qu'on puisse vraiment goûter une sorte de confiance de plus en plus profonde et stable et imperturbable que la vie est OK et moi je suis OK. Je suis OK à vivre et je suis OK à mourir. Et c'est dans la vraie possibilité de cette confiance imperturbable, de cette liberté, que je parle de ces choses, que j'introduis ce thème de l'amour et du lâcher-prise, que je vous encourage de vous-même d'aborder et de suivre votre expérience. Parce que ça, c'est la vraie invitation de la vie, de connaître et de goûter cette vraie liberté, cette confiance imperturbable de pouvoir vraiment vivre pleinement et mourir librement. Et on va espérer que c'est dans longtemps, mais si c'est demain, on peut quand même partir le cœur ouvert. Oui, il y a Jorge qui met un petit commentaire qui cite Zaz, qui dit « Moi, je veux crever la main sur le cœur ». C'est yes, ça. Yes, je connais la chanson, c'est beau. Yes. Donc, tu viens à Lyon le 27 et le 28 novembre. Donc, c'est un vendredi soir et toute la journée du samedi, donc le vendredi soir pour une conférence rencontre autour de ce thème-là. Et le samedi toute la journée, donc de 9h30 à 17h, ou de 10h à 17h, avec un accueil à partir de 9h30 pour pratiquer ensemble ce que tu as commencé à faire avec nous aujourd'hui. Donc, une alternance de réflexion,
d'échanges, d'idées, Oui, avec un ça accent s'appelle. parce qu'on aura un peu plus de temps ensemble, Voilà. surtout si on a toute la journée samedi, donc avec un peu plus d'accent sur la mise en pratique hein, de ces choses, que ça ne reste pas des belles idées. Des belles idées sont belles justement, mais les belles idées elles-mêmes ne sont pas très transformatrices. Donc c'est la mise en pratique, c'est la suivi de ces thèmes dans l'expérience directe qui fait qu'on peut vraiment aborder, explorer, transformer. Donc pour Lyon, il y a donc et une personne qui avait mis combien ça coûte. Donc en fait l'inscription c'est 20 € pour le vendredi soir et c'est 75 €, 75 € pour les Belges et les Suisses pour la journée du samedi. L'inscription, je vais vous la mettre sur le. Voilà, je la publie. De toute façon, vous retrouvez toutes les infos sur le site de quantum-way.com. Hein, vous allez aussi, quand vous êtes inscrit, vous allez recevoir aussi un email avec tous les liens pour vous inscrire à la soirée et à la journée du samedi. Attention, il y a quand même, on est en limite de place parce que pour l'instant, avec l'histoire du Covid et des restrictions et voilà, de la distanciation sociale, etc., on est limité en nombre de places. Donc, ne tardez pas à réserver si vous voulez venir à Lyon. On a prévu vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit fait en toute sécurité. Si les conditions se renforcent, enfin, si les instructions, on nous interdisait de voyager ou si on nous interdisait des réunions de plus de 5-10 personnes, on envisagera éventuellement de le faire en Zoom ou voilà, en tout cas à distance. Mais pour l'instant, on maintient parce que la présence physique, c'est quand même bien plus fort pour faire ce genre d'expérience. Yes, Voilà. c'est bien d'être dans une salle ensemble, même s'il faut qu'on prenne des précautions, que ce soit de la distanciation ou même le port de masque, si nécessaire. C'est difficile, ça évolue tellement que c'est difficile de prévenir comment sera la situation fin novembre. Exactement. Donc, on va rester assez souple. Donc, vous pouvez vous inscrire si jamais, en fonction, à cause du Covid ou à cause des restrictions ou à cause de votre état de santé, vous devez annuler. On vous remboursera, bien entendu. Donc, on reste très, très souple par rapport à ça. Il y a quelqu'un, je vois, qui demande si on peut venir seulement le samedi. Je crois que oui. On peut venir seulement le samedi. Vous pouvez venir que le vendredi soir. Vous pouvez venir que le samedi. Vous pouvez prendre les deux. Donc, c'est très souple. Aucun problème pour... Vous pouvez venir à 2 ou 3 ou 4 le vendredi soir si, par exemple, vous voulez emmener vos enfants, votre conjoint en famille. Donc, on vous regroupera. Et venir seul le samedi et inversement. Donc, tout est open. Ce qu'on propose, c'est pour ceux qui s'inscrivent ce soir et jusqu'à demain soir, on vous offrira un bon de 20 €, non pas à valoir sur l'inscription, mais à valoir dans notre boutique en ligne. Et d'ailleurs, dans la boutique en ligne, on a l'enregistrement de la journée de l'année dernière, qui s'appelait Ne te quitte pas. Donc, il y a 5 heures de vidéo avec la conférence et puis toutes les méditations et tout l'enseignement que tu as donné dans la journée de pratique de l'année dernière. Donc, profitez-en, vous pouvez accéder à ça. Je peux aussi vous le mettre pour vous montrer ce que c'est. Voilà, donc tout ça, vous le retrouvez évidemment pardon, c'est pas ça que je veux faire. Publish, voilà. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site, quantum-way.com. Donc là, vous pouvez le faire librement, de chez vous, et vraiment suivre l'enseignement que tu as donné la dernière sur Ne te quitte pas, qui est vraiment aussi un retour à l'expérience corporelle. C'est vraiment important de ne pas sortir de soi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette journée? Je crois que c'est à peu près l'essentiel. Donc pour l'instant, oui, on fait ça à Lyon, parce que tu viens aussi à Lyon pour d'autres raisons. Pour ceux qui veulent et qui peuvent, moi je conseille vivement les retraites que tu organises au Moulin de Chave. Donc tout ça, on le retrouve sur ton site internet. Yes, soit sur martinelwood.com ou moulindechave.org, qui est le centre
où j'anime des retraites assez régulièrement. Et puis avec la pandémie, on fait souvent, on retransmet maintenant les retraites en direct. Donc vous pouvez même suivre toute une retraite en restant chez vous. Et puis vous pouvez me trouver sur des médias sociaux si vous Voilà. voulez voir un peu de ce que je fais ou autre. Donc soit sur Instagram, @MartinAylward ou Facebook et autres. Voilà. Facebook, c'est souvent en anglais, mais c'est aussi en français. Il y a un peu les deux. Ça dépend. Parfois, je poste en anglais, parfois en français, parfois je traduis, je mets les deux un peu au pif. Et donc, le week-end à Lyon, ce sera en français. Yes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 10 minutes. Moi, j'ai pas repéré vraiment beaucoup de gratitude, de remerciements. Marie demande, l'état de présence grandissant permet-il de faire fondre les peurs et ainsi grandir en amour? Yes, ouais, je dirais que oui, mais surtout, comment ça fonctionne? Le fait d'établir et de rétablir une présence sensible, d'être à l'écoute de l'expérience, comme on se dit, fait que c'est pas que ça fait fondre les peurs comme ça, mais ça nous permet surtout de reconnaître nos peurs. Souvent, on sait qu'est-ce que c'est dont j'ai peur, mais on est tellement embarqué dans l'histoire, dans le scénario, dans la réactivité, dans pourquoi j'ai peur et comment j'ai peur et le feeling de la peur et comment je l'aime pas et tout, que on vit nos peurs, mais sans les comprendre. Et la présence fait qu'on comprend d'abord comprendre la peur sur le plan physique, donc de ressentir qu'est-ce que c'est la peur. On dit que, oh, moi j'ai peur de ceci et de cela. Ok. Mais qu'est-ce que c'est la peur? Ah, il y a une sorte de serrure dans la poitrine peut-être ou dans la gorge. Ah, les épaules sont haussées, les yeux sont contractés, etc. Donc déjà, au plan physique, on commence à pouvoir aborder cette crispation et l'accueillir doucement afin que ça peut s'adoucir un peu. Donc parfois, il n'y a même pas besoin d'un sorte de processus psychologique. Il y a juste sur le plan physique, et là je parle beaucoup de mon livre, juste dans mon livre, la capacité de reconnaître et de relâcher. De reconnaître et de relâcher. Ce qui aide énormément à approfondir justement une présence aisée, une présence incarnée. Et ensuite aussi, on commence souvent à comprendre ce qui est historique. Donc, comment ça se fait que j'ai développé une certaine peur ou comment ça se fait que la peur marche d'une telle ou telle façon chez moi. Donc, plus on reconnaît et on relâche ces schémas, ces choses qui sont normalement inconsciemment retenues, plus une sorte d'accueil, d'état amoureux, si tu veux, devient naturel, devient notre repos habituel. Au début, on commence à méditer, etc. Tout semble un peu chaotique, mais de temps en temps, on goûte un instant d'une certaine paix ou d'une certaine ouverture. Mais avec un certain temps de pratique et une certaine sincérité de pratique, l'impression d'être au repos dans un accueil ouvert vers la vie, ce repos devient normal, vraiment. Donc, comme ça, Marie, yes. L'état de présence, je dirais plutôt la pratique de présence, la mise en pratique de présence fait que, absolument, ça peut faire fondre les peurs et
grandir en amour, comme tu dis. Ok, ben, notre rencontre touche à sa fin, Martine. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir invité à la fois ce soir et puis à Lyon aussi. On est très très heureux d'organiser ça à Lyon. On espère vraiment que vous pourrez en profiter. Toutes les informations, donc je rappelle toutes les informations sur les lieux, sur comment ça se déroule, à quelle heure, tout ça, le prix, vous avez tout sur le site internet, sur le lien qui est publié là dans l'offre. Sinon, de toutes les façons, vous allez recevoir un mail avec le lien du replay et dessus, il y a tous les liens qu'il vous faut pour pouvoir vous inscrire. Il n'y a pas de code promo, il y a juste qu'on sait que les gens qui vont s'inscrire là maintenant recevront un coupon de 20 € à valoir sur le site et sur le site, sur la boutique en ligne. Voilà. Donc on va se quitter. Moi je vous retrouve pour le moment, la prochaine rencontre, ça sera le 5 octobre, je crois, le mardi 5 ou le mardi 5 octobre avec Dawson Church. Donc là on change de registre, on passe en EFT. Et donc, ce sera une rencontre bilingue français-anglais ou anglais-français avec traduction, bien évidemment en consécutif ou en simultané, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, avec Dawson Church le 5 octobre à 20 h également. Les inscriptions ne sont pas encore en place. Donc, on vous enverra toutes les informations par mail. Voilà, donc merci Martine. Peut-être un dernier mot pour accompagner la soirée. Je sais qu'il y a d'autres questions sur... Voilà, on mettra en pratique tous les jours, mais tout ça, tu aborderas ça pendant le week-end. Il y aura l'occasion d'être vraiment en lien avec toi. Nice. Merci Florence. Merci tout le monde. Bonne soirée à tous. See you. See you soon.